C'est un Français, Caillard. Quel âge avait-il à peu près? Oh, il n'était pas vieux, il n'avait même pas 30 ans, je pense. Je ne pense pas qu'il avait 30 ans. Sa date de naissance doit être marquée au cimetière sur sa plaque. Est-ce que vous avez vu du feu dans le puits? Ben, c'est-à-dire, à un certain moment, on a vu un éclair. Vraiment un éclair comme ça, comme un action. Il y a M. Vodkan qui est arrivé. Et je lui ai dit, M. Vodkan, il ne faut plus descendre parce que c'est dangereux, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'elle attendait Maton. Comment a-t-il réagi, M. Calissis, quand vous l'avez vu? M. Calissis, je lui ai dit, M. Calissis, il se passe quelque chose dans la mine que je crois bien qu'il ne remontera pas un, je dis. Allons, Carlo, qu'est-ce que c'est que tu me dis là? Ben, moi, ça me fait impression, je dis. Je crois que j'ai croisé des gens qui remontaient, mais sans m'y attarder. Eux disent qu'ils vous ont dissuadé de descendre. C'est possible, mais enfin, la fonction, c'était d'aller voir ce qui se passait, pour obtenir des renseignements de première main. En fait. Alors, votre descente a été retardée par un incident? Le frein de la machine d'extraction ne savait plus se lever, un manque d'air comprimé. Il a fallu... Comment ce manque d'air comprimé? Probablement la conduite principale d'alimentation du fond cassée, donc tout l'air comprimé s'échappait par là. Il a fallu donc fermer sur la conduite d'alimentation du fond, attendre que la pression remonte dans le réservoir et... Alors là, c'est votre première descente avec Maton? Avec Maton, le conducteur de nuit. Alors, que se passe-t-il dans cette descente? Nous sommes descendus à peu près normalement, jusque, si mes souvenirs sont bons, aux environs de 900 mètres ou quelque chose comme ça, au moment où nous avons rencontré des fumées. Les fumées s'épaississant de plus en plus, le conducteur de nuit, Maton, a pu attraper au vol la sonnette pour faire arrêter la cage et ressonner, donc pour nous faire remonter. Est-ce qu'on pense déjà alors que quelque chose de plus grave qu'un cassage est en train de se faire? À ce moment-là, oui, parce que le puits était envahi de fumée et les fumées nous ont suivis pratiquement jusqu'à la surface. Nous sommes remontés accompagnés de fumée pratiquement jusqu'à la surface. Alors, chose étonnante, vous rencontrez les fumées, vous arrivez à la surface et puis vous allez encore redescendre une fois. C'est-à-dire à ce moment-là, oui, sans la moindre hésitation, puisqu'on ne savait pas ce qui se passait, mais à ce moment-là, il était impossible d'accéder sans appareil respiratoire. Entre-temps, on avait fait appel à la centrale de sauvetage, donc 2 sauveteurs étaient là avec des dragueurs, je me suis équipé avec un dragueur et nous avons retenté une deuxième descente alors, avec appareil respiratoire. Dans les fumées ou bien dans les fumées plus le feu? Dans les fumées jusqu'à 1035, où nous avons été bloqués. Oui. Dans la cage. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que dans notre hâte à la surface pour prendre la cage, nous ne sommes pas entrés dans l'étage du fond de la cage, l'étage qui sert d'habitude. Donc nous sommes entrés, je crois, dans le 3e ou 4e étage en montant. Arrivé à 1035, la cage étant déposée sur les taquets, nous n'étions pas au niveau de l'envoyage. Nous n'avons donc pas su sortir, nous étions bloqués dans ce qu'on appelle le coffrage. Au-dessus du niveau de l'envoyage. À combien de mètres à peu près du niveau de l'envoyage? Oh, si vous voulez, ça fait 3 étages à peu près 2,50 mètres, 3 mètres au-dessus du niveau de l'envoyage. Avec impossibilité de sortir de la cage? Impossibilité de sortir de la cage, on est dans une petite boîte. En faisant appel à vos souvenirs, est-ce qu'il y a encore des signes de vie à ce moment-là, 1035? Oui, mes souvenirs, je crois me souvenir que j'ai entendu des gémissements dans le fond, mais sans pouvoir intervenir. Et les gens du fond n'ont pas pu manœuvrer la balance? Absolument de manière... pas. Personne n'a manœuvré la balance, la cage était complètement immobile. Et on est dans le noir total aussi? On est dans le noir total, du moins dans les fumées complètement fumées totales. Alors, en principe, vous auriez pu rester longtemps là-bas à 1035? On aurait pu rester, disons, indéfiniment, si ne jamais remonter, puisque nous étions absolument dans l'impossibilité de manœuvrer. La sonnette, les cordons de sonnette étant à l'extérieur du coffrage. À ce moment-là, ce que j'ai su par après, c'est que quelqu'un a pris l'initiative en surface de nous faire remonter. L'histoire dit que c'est Jules Gilson. C'était l'envoyeur, le surveillant des carrés de surface. Alors, vous avez donc, en remontant, vous êtes sauvé, enfin vous avez pu sauver votre vie sans le savoir? Certainement, puisque ça a été en fait la dernière translation depuis très peu de temps après, les câbles fondaient. Le feu, il a éclaté quelques mètres au-dessus de l'envoyage de 975. Et les flammes vont se diviser. Certaines vont remonter par le puits d'extraction, mais l'essentiel de l'incendie, suivant le circuit d'aération, va se propager vers le bas et s'engouffrer dans le bouveau qui va du puits d'extraction vers le puits de retour d'air. Ces flammes s'engouffrent dans ce bouveau, trouvent des aliments propices à leur progression et ne rencontrent dans un premier temps aucun obstacle. Et puis viendront les obstacles. Ces obstacles, ce sont des portes.
les 3 portes qui servent au système de ventilation. Elles sont en bois. Le feu va les attaquer l'une après l'autre, va les ronger. Combien de temps faudra-t-il pour que ces portes soient entièrement consumées? On estime qu'il faudra à peu près 1 heure. 1 heure après le début du déclenchement de l'incendie, le feu n'a plus d'obstacle. Il peut se précipiter vers le puits de retour d'air. Il peut s'engouffrer dans cette cheminée et se propager vers la surface. Monsieur Bouvard, c'est vous qui aviez la charge de remonter les cages ici au bois du Casier. À votre avis, ces coups de sonnette qu'on entendait, c'était des hommes qui sonnaient aux galeries ou... Moi, je ne sais pas. Pour moi, c'était peut-être des gens ou peut-être des cailloux qui retombaient déjà au fond. Enfin, je ne sais pas. Enfin. Et d'ici, vous saviez que personne ne montait dans votre cage, là où vous la présentiez? Ben, oui, parce qu'on ne sonnait pas la cage haut, cage, parce que au moment que vous présentiez votre cage, si on ne sonnait pas haut, on ne pouvait pas arrêter. Donc, je le présentais, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Si on ne vous sonnait pas haut, alors hop, j'allais à l'autre voyage, je le présentais encore une fois pour voir s'il n'y avait pas de personne à l'autre voyage. Donc, à ce moment-là, vous avez encore un peu d'espoir? Bon, oui, j'ai toujours eu de l'espoir, moi. Pourtant, à un moment donné, oui, cage... à ce moment-là, oui, quand Qu'est-ce qui toute la s'est fumée... Mais à ce moment-là, toute la fumée est remontée de l'autre côté, de l'autre puits, alors elle est revenue dans la machine ici. À ce moment-là, il n'y avait plus personne ici, il a foutu le camp à tout le monde parce que le grisou peut revenir... hein? Vous avez pris une précaution à ce moment-là? Non, on ne pense pas à ça. J'ai pris mes précautions parce que j'avais une lunette de moto et je les ai mis sur les yeux tellement que ça piquait, c'est tout. Je n'aurais jamais pensé que le grisou pouvait venir frapper à la surface, enfin. Puis à un moment donné, il y a une de vos cages qui va démarrer oui. vers le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avant ça, M. Deté est arrivé. Hein? Ben, il a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. On avait déjà des fumées bleues qui sortaient de la machine, là. Hein? Alors j'ai dit qu'il fallait mettre des lances à oudre hein, pour refroidir. En fait, c'était le câble qui était au contact des flammes dans le puits d'air. Dans le puits déjà, avec une chaleur comme il y avait. Après, je suppose, en fait, la chaleur, le câble commence à brûler. Là. Alors il a commencé à brûler. Est-ce qu'il est allé plus loin que commencer? Est-ce qu'il a fait autre chose? On ne sait pas. Oui. Pourtant, une cage est tombée dans le puits. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Elle a fondu, le câble a fondu, enfin. Et quelle heure était-il à ce moment-là? Entre 9h15, enfin, je ne sais pas, enfin 9h, 9h30, enfin. Et puis une deuxième? Oui. Celle-là, il y a 10h30. Mais combien a-t-il fallu réunir d'éléments pour que cet accident se produise? Il a d'abord fallu un malentendu, nous n'en dirons pas plus, entre Iannetta et Vossor à 975. Il a fallu que Iannetta encage alors qu'il ne le pouvait pas. Il a fallu que cet encagement soit mauvais. Il a fallu qu'un wagonnet dépasse de 35 cm. Il a fallu que la cage démarre de manière intempestive. Il a fallu qu'elle démarre avec violence. Il a fallu que le wagonnet accroche une poutrelle, que cette poutrelle blesse un câble électrique provoquant un arc. Il a fallu que cette même poutrelle touche une conduite d'huile sous pression. Et il a fallu que l'huile qui se disperse s'enflamme avant que l'arc ne soit coupé par les disjoncteurs à la surface. Il a aussi fallu que cet incendie se déclare dans le puits d'entrée d'air, dans le sens de l'aération. Il a fallu que les flammes s'engouffrent dans le bouveau de 975 en direction du puits de retour d'air. Il a fallu que dans ce bouveau, les flammes trouvent des aliments, le bois. Il a fallu que ces flammes s'attaquent aux portes, que ces flammes rongent les portes et les consument. Il a fallu que les flammes s'engouffrent dans le puits de retour d'air. Il a fallu que les flammes brûlent les câbles et les fassent fondre et que les cages tombent au fond. Il a encore fallu bien d'autres choses pour que ce banal incident d'encagement à 975 devienne la terrible catastrophe de Marcinelle. Il est 10h15 du matin. Afin d'éviter de souffler de l'air sur le feu qui gronde dans les puits, on a coupé la ventilation.
L'objectif numéro 1 des sauveteurs est d'atteindre les 268 hommes qui restent bloqués aux différents étages de la mine. On arrose le feu, mais pour les atteindre, on n'a pas grand choix. Le puits de retour d'air est condamné par l'incendie. Il reste deux solutions. Aller à 715-765 par le puits en construction et redescendre plus bas par le puits d'extraction avec la cage qui est bloquée à quelques mètres de la surface. Une opération technique qui durera 3 heures. Vous connaissez maintenant le principe de la translation des cages dans une mine de charbon. Quand une cage descend, l'autre monte. Quand une cage monte, l'autre descend. Ces cages sont maintenues par des câbles qui s'enroulent autour des bobines de la machine d'extraction. Il y a 2 bobines. Une des bobines est dite bobine fixe, parce que fixée à l'axe de la machine d'extraction. L'autre est dite bobine folle, parce que pouvant être désolidarisée de la machine d'extraction. Et c'est là que se trouve peut-être la solution du problème. L'idée de M. Calicis de travailler avec cette cage va passer par une manœuvre longue et compliquée. D'abord, ramener à la surface la cage qui s'y trouve presque et l'y fixer solidement. Ensuite, botter le câble de la cage bloquée à 975. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. On a donc fixé la cage de surface, on a fixé le câble qui soutient la cage de 975. Ensuite, on va s'attaquer à la machine d'extraction. On va désolidariser les 2 bobines. Une fois que ces 2 bobines sont désolidarisées, on va tirer sur la cour le câble de la cage bloquée à 975. 125 mètres de câble qu'il faudra dérouler à bras d'homme, 1 mètre égale 11 kilos. Et vous voyez maintenant pourquoi on a fixé le câble de la cage de 975 en surface. Pour éviter qu'il ne tombe dans le puits et qu'il n'abîme le guidonnage, rendant impossible toute descente ultérieure. Ce câble est déroulé, détaché du noyau, et tiré sur la cour. On resolidarise les 2 bobines. On débloque la cage de surface et le miracle se produit, la cage peut descendre. Il est midi et pour la première fois depuis l'accident, des équipes vont descendre dans le puits d'extraction. Alors c'est un travail difficile Difficile, ça demandait du temps. C'était pas tant que c'était difficile, mais c'était pas de tuer. Parce qu'une fois par mois, il fallait le faire. Donc, retirer les choses pour reprendre, comme je vous ai expliqué tantôt, pour reprendre soit un bras ou 2 quand il y a trop de mousse sur le câble. Donc, c'est une question de routine. Seulement. Ils étaient énervés, ces hommes qui travaillaient. C'est ça, ils étaient plutôt énervés. Énervés pourquoi? On transissait. Parce qu'il y avait des hommes. Parce qu'il y avait des ouvriers dans le fond. Ils ont fait ça à peu près en 3 heures. C'est vite, ça? Oui, c'est assez vite, parce que quand on retire un câble pour le remettre à nouveau, il faut compter qu'on travaillait. Donc on finissait la journée vers environ 4 heures. Ça durait jusqu'à 10 heures, 11 heures le soir. Aux alentours du bois du Casier, dans le quartier des Haies à Marcinelle, les fumées noires qui s'élèvent dans le ciel intriguent. Elles inquiètent aussi. On s'attroupe sur les trottoirs proches du charbonnage et on questionne. Et mon frère me disait toujours, reviens à travailler du matin. Mais moi, je disais non, je m'attends de nuit, pourquoi du matin, j'étais capable de servir dans le magasin. À 8h30, je crois que... 8h30, je crois. Ça, c'était les choses de la catastrophe. Et alors, plein de poussière de la place, ça sentait mauvais, de brûler, tout ça. Je demandais à les gens qu'est-ce qu'il y a. Je crois que j'avais 2 ou 3 clients. Ils me disent, c'est l'accident à la mine de Casier. Quand je sors, je vais tout de suite. On est à 150 mètres, je crois. Quand j'arrive, il tombait des morceaux de charbon. Tout petits morceaux, là, ils tombaient. Sur le toit de l'élévateur qui était arrêté, tout plein. Tu te rappelles, il est? Alors, à ce moment-là, j'avais ma belle-sœur avec moi. Je me suis dit, j'étais devant la grille. Certainement, on a été bouleversé. Je crois que je suis fermé tout de suite le magasin en attendant
quelque chose d'espoir, je voyais mes frères ressortir, mais c'était fini. Pourtant, on voyait encore que les molettes tournaient au matin. Ben, la tournée, mais pas, je crois que vers 10 heures, ça je me rappelle pas précis, mais j'étais là, je voyais encore la cage. Je sais encore le corde, hein? Mais après ça, le câble. Mais après ça, ça restait un petit peu, je ne sais plus, rien de tout, pourquoi il est parti, je crois, à ce moment-là. Quand je sais où la cage, pas tout, je sais où le câble. Pour moi, c'est le moment-là qu'il avait remonté, peut-être, je ne sais pas, mais après, je ne sais plus rien de tout, ça a été fini. C'est là que je regardais moi toujours la cage, je le savais bien. Et au Sar Saint-Nicolas, à quelques pas de là, dans les baraques qui servent de logement aux émigrés italiens, la nouvelle se propage. L'épouse de Cesare Di Berardino va commencer un douloureux calvaire. Signora, voi siete revenuta oggi a Marcinelle 20 anni dopo. Quali sono i suoi pensieri oggi? Il mio pensiero è sempre quello, mi ricordo sempre la tragedia, perché pure quando passo davanti alla chiesa è brutto vederlo. Come avete conosciuto la notizia di questa tragedia? Io stavo malata e allora ho sentito le grida e sono corsa alla finestra a vedere, ho visto le altre vedove, le altre signore che erano andate a portare i bambini alla colonia e così ho visto che era successa la tragedia. Non voleva il suo marito lavorare? Quella mattina no, perché io avevo la febbre. Lui ha detto adesso non vado a lavorare, mi sto a casa. Ho detto no vai, tanto che fai? Ho detto c'è mia sorella che mi cura e lui è andato. Voi siete andata davanti della miniera il giorno? Sì, l'ho visto stamattina con tutta la febbre. E che avete visto? Ho visto il fumo, ho detto io adesso vedo se è possibile guarirsi. E così, quando appena sono giunta lì, allora ho visto che non c'era niente da fare perché l'ascensore è grande, ho detto non esce via nessuno. C'était ici exactement devant, n'est-ce pas? Donc les voitures de secours devaient passer par là et la foule occupait la rue, n'est-ce pas? Et de ce moment-là, j'ai dégagé la rue, n'est-ce pas, avec une dizaine d'hommes, n'est-ce pas? J'ai dû mettre quelques hommes à l'intérieur du charbonnage sur le carreau pour éviter l'invasion déjà de quelques personnes qui essaient de s'infiltrer par l'arrière du charbonnage. Alors quand vous dites j'ai dû dégager la rue, c'est pas du tout du maintien de l'ordre traditionnel. Comment faire pour faire reculer ces gens qui sont des pères, des mères? Oui, ce sont des gens affolés déjà, mais ce n'est pas dégagé dans le sens d'un service d'ordre ordinaire, n'est-ce pas? On invitait les gens à le faire, ils le faisaient gentiment. Il n'y a pas eu de à ce point de vue-là, aucun. Sur la cour, les sauveteurs, dans l'attente d'une descente, s'équipent des dragueurs, ces appareils respiratoires qui leur permettent d'affronter une atmosphère toxique. Voici un sauveteur équipé d'un appareil respiratoire de durée d'une autonomie de 4 heures. Cet appareil est composé d'une bonbonne d'oxygène de 2 litres chargée à 200 atmosphères, un détendeur qui réduit la pression à 3 atmosphères et laisse passer un débit constant de 1,5 litre à la minute. Ce débit constant d'oxygène s'amène dans une boîte à soupape et le sauveteur respire par le tuyau d'inspiration l'oxygène qui lui est nécessaire. Il rejette l'air expiré qui vient par un jet de soupape, traverse une cartouche de soude caustique qui absorbe le CO2. L'air expiré revient dans un sac respiratoire où il vient s'ajouter au débit d'oxygène. Cet appareil pèse 18 kg. Il a été utilisé donc en 1956 au bois du Casier. À l'heure actuelle, nous disposons d'un appareil de poids nettement inférieur, 12 kg 500 exactement. Ici René Duval qui vous parle du charbonnage d'Amercœur à Marcinelle. Des cris de femmes, des scènes de désespoir, les prières d'une foule accrochée, agglutinée aux grilles du charbonnage. Une fumée épaisse, telle est la première vision qui se présente à moi.
Je me trouve en ce moment à quelques 20 mètres du puits, mais auparavant je vais vous résumer les faits. Ce matin, à 8 h du matin, un incendie éclatait à l'étage 835 mètres, par un court-circuit, au fond donc du puits d'extraction. On ne sait pas. On n'a pas d'informations précises, mais partout au pays de Charleroi, les oreilles se tendent vers les postes de radio et les yeux se tournent vers les hauteurs de Marcinelle, où les fumées, les inquiétantes fumées noires continuent à rouler entre ciel et terre. Et elles sont maintenant nombreuses au gris, ces épouses qui ont tout quitté pour venir aux nouvelles. Quand vous a-t-on prévenu qu'il y avait un accident? Proprement dit, je l'ai su à 2 heures. Mais depuis 10 h du matin, on tourne alentour de moi pour me le faire entendre. Mais... Vous étiez à votre travail, où oui, ça? Au charbonnage de Gouffre, au Rivage. Et ce sont les surveillants. Il y en avait un qu'on appelait Lolo, je ne sais pas bien son nom. C'était Wiss, mais il m'a demandé ce que Philippe travaille. Je dis, ouais, du casier. Je dis, pourquoi? Il me dit, il gagne bien sa vie. Je dis, ben, apparemment, oui. Et un quart d'heure après, c'est un autre qui est venu et tout en parlant. Il me dit, combien tu as d'enfants, toi, ma fille? J'ai dit, aïe. Elle me dit, ton papa est toujours malade. J'ai même répondu, ben, là, une question aujourd'hui, elle m'a répondu, ben, c'est parce que, où est-ce que travaille ton homme? Je dis, au casier. Oui, mais auquel? À Marcinelle, que j'ai dit, parce que je n'étais jamais venue, je ne savais pas. Et à midi, on a été dîner, et tout le monde s'intéressait à moi. Je me demandais ce qui se passait. Et vers 2 h, on est venu du bureau des salaires. On est venu me dire qu'on me demandait de la centrale de mineurs. Du syndicat, ça? Ah, certainement. Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai demandé pourquoi. Et je dis, c'est mon papa qui est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon papa était malade depuis 5 ans. Et on m'a dit, ben, on vous mente. Et alors, on m'a dit, Madame Docteur Belge, j'ai dit, oui. Il faudrait retourner à Pironchamp parce que votre mari a un petit accident. Et j'ai dit, ben, la journée va être finie, c'est grave. On m'a dit, ben, il faudrait revenir. Et je suis remontée prévenir. On m'a dit, t'as pas besoin de prévenir, tu peux t'en aller. Et j'ai pris le chemin 2 à l'âge. Et je suis retournée, je ne sais pas comment. Et quand j'arrive à Pironchamp, ma maman m'a dit, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, je parie que Philippe vit. Mais il y a une catastrophe. Il y avait moyen de faire une exploration relativement limitée des travaux par le moyen de la communication de 765 au nouveau puits. Au puits en construction qu'on appelle le puits Foraki dans cette section du bois du Casier. Alors, est-ce que ce passage est automatique? C'est-à-dire la communication à 765 avait été obturée quelques temps auparavant à la suite, disons, d'un dégagement très important de Guirizou qui avait eu lieu sur un tir lors du creusement du puits. Et pour éviter que dorénavant de pareilles bouffées de grisou ne risquent de pénétrer dans les travaux de 765, il avait été convenu, et l'administration des mines l'avait imposé d'ailleurs, une obturation de cette communication. Et on a laissé malgré tout un petit passage d'homme, un trou d'homme, permettant éventuellement, disons, le passage de personnes. On a beaucoup parlé dans le compte-rendu des opérations de sauvetage de l'élargissement du trou d'homme. Quel était le problème? C'est-à-dire le trou d'homme avait été réalisé, disons, de façon assez astucieuse en insérant dans la maçonnerie un vieux fond de chaudière, lequel présentait un trou d'homme métallique, donc permettant à un homme normalement de visiter une chaudière. Mais ce trou, évidemment, pour des raisons de solidité de chaudière, est limité vraiment au passage anatomique d'un homme, si je puis dire. Et malheureusement, l'appareil Dreger était contenu dans un boîtier dont les dimensions étaient à quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres près, trop grand pour passer dans le trou d'homme. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'élargir ce trou d'homme pendant plusieurs heures. La raison en était que derrière le trou d'homme, il y avait une atmosphère toxique pendant un certain temps. Ce trou d'homme a été ouvert sans nécessairement permettre le passage des appareils Draguer. Ah oui, oui, ça, mais on n'a trouvé personne. Disons, la première personne qui a ouvert le trou d'homme, je crois que c'était l'ingénieur de la firme Foraki. Et il a fait une très très rapide excursion, je dirais, peut-être de 10 mètres au-delà du trou d'homme. Et là, il a vu un cheval mort. Et alors, à ce moment-là, il a certainement compris que l'atmosphère était certainement mauvaise et il s'est replié. Alors, à ce moment-là, je crois qu'on a dû faire des mesures et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait danger.
Il faudra longtemps pour élargir ce trou d'homme. Entre-temps, il n'est pas loin de midi, les travaux de bottage et de débottage du câble se terminent dans la fièvre au puits d'extraction. Et sur le carreau, les premiers sauveteurs s'apprêtent à descendre dans l'inconnu, dans la chaleur et dans la fumée, avec comme seule protection le dragueur. Il y avait M. Galissis, M. Galvan et un autre que je ne sais pas son nom. Ils étaient trois. Comment ça s'est passé, ça? Ah ben voilà, M. Galissis m'a dit, voilà, nous allons descendre, et tous les 10 ou 20 mètres, ça je ne me souviens plus exactement, nous sonnerons, mais tant qu'on sonne, descend. Parce que ici, n'est-ce pas, quand les chefs parlent, ils ne parlent pas de machinistes. C'est toujours le terreur. Alors il m'a dit, donc tu descends. Et si tu vois qu'on ne sonne plus, naturellement, on ne sonne plus. Alors ils sont entrés dans la cage. J'ai fait les manœuvres d'en bas, n'est-ce pas, pour avoir plus facile, parce qu'il y avait un cordon de sonnette qui communiquait avec les sonnettes d'ici. Et ils sont descendus, ils sonnaient, jusqu'au moment où ça n'a plus sonné. Mais on continue à descendre quand même. Alors j'ai pris la responsabilité de moi-même de dire au machiniste, arrête. Le machine s'est arrêté et je lui ai dit, allez, remonte-les au jour. Et ils sont remontés et effectivement, ils brûlaient. Et ils n'auraient plus se sonner. Vous n'avez pas pris des risques ce jour-là? Oui, mais c'était urgent. Hein. Il fallait descendre absolument. Et sur place, il y avait avec moi, M. Galissis, et la centrale de Marcinelle. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Le directeur était anxieux, il voulait savoir le plus vite possible ce qui passait au fond. Et je suis descendu avec lui. C'est à quelle heure votre première descente? La première descente que nous avons faite, il était environ midi 10. Vous êtes allé jusqu'où? Nous sommes allés jusqu'à peu près à 170 mètres, mais là nous avons dû rebrousser chemin, faute des grandes chaleurs qu'il y avait là, dans le puits. Est-ce que ce n'est pas là que vous avez senti des brûlures? Oui, nous avons été brûlés, mais c'est par la vapeur d'eau. Moi j'ai été brûlé à ma jambe et M. Galissis a été brûlé à la nuque. Alors après cette remontée, qu'a-t-on pu faire pour descendre encore? Donc nous sommes remontés vu que la tempête était trop forte. Et pendant un moment, on a remis un ventilateur en route pour tâcher de retirer le bouchon de vapeur qui se trouvait à 170. Et vers 4 heures, donc il était 16h30, nous sommes redescendus, moi, M. Galissis, c'est un sauveteur de Marcinelle. Et à ce moment-là, nous avons pu avoir accès à la pompe de 170. Et nous avons été chercher pour aller trouver M. Wilmar Germain, qui était le pompier. Malheureusement, nous n'avons pas su aller assez loin dans la tenue parce que l'eau était en ébullition. Vous n'avez pas vu? Non, je n'ai pas vu. Alors après, vous êtes parvenu à descendre un peu plus bas encore? Oui, nous avons repris la cage, nous sommes descendus jusqu'à l'étage de 390 mètres. Là, de nouveau, nous avons été voir après le pompier, que nous n'avons encore pas trouvé. Nous avons repris la cage et ainsi de suite. Nous sommes descendus à l'étage de 500 mètres, 600 mètres et 715 mètres. À 715, il y a quand même une bonne nouvelle. Là. Oui, là, heureusement, nous avons une bonne nouvelle parce que il nous semblait, du moment que nous avions pris pied dans le voyage, il nous semblait avoir entendu du bruit. Meneer Louis, kunt u ons vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik zal beginnen van voren af aan. Ja. Ja. We zijn afgegaan om 7 uur 's morgens, gelijk alle dagen. Ja. En naar de tij opgegaan. We hebben om 7 uur ons plaats gekregen van onze torion. De stok voor het werk van alle dagen. Hè. En dan als alles gereed was, zo, ik denk zo 7:15 ongeveer, misschien iets later, ja, is daar beginnen rook op te komen in de tij. Eerst een klein beetje, dan altijd meer en meer. Ja. En dan is het binnengestroomd. Ja. Natuurlijk, als die rook binnenkomt, wij dachten dadelijk, er is iets aan de hand. Ja, ja. En allemaal weg, naar boven. En als we dan boven kwamen aan de kop van de tij, was die andere tij ook al daar. Was nog een tij van Vlamingen. Ja. Hoeveel mannen waren daar?
Ja, ik denk ongeveer een 20-tal. Ongeveer, ja, ik heb ze niet geteld. Ja. Dan daar was onze pajon ook bij, Bouwman. En die zegt, jongens, wij zitten er slecht voor, want ik geloof dat er brand uitgebroken is. Ja. Die had dat gedacht, ja, en het was waar ook. Ja. En hij zegt, kom, volgt ons allemaal, we gaan terug naar het Beur. Voor te zien of we op een dag kunnen komen, ja. Zo dus wij allemaal achtereen, de een achter de andere, naar het Beur op 715, ja. En dat was altijd meer en meer ook, ja. En je kreeg het altijd moeilijk voor adem te halen, ja. En als we dan aan het Beur gekomen zijn, heeft ene de deur opengetrokken, de eerste deur, en daar is volle geweld ook uitgestoken, ja. Die deur hebben ze terug toegesmeten, en dan zijn ze de andere kant ingegaan naar het andere fosgat, ja. Andere put, ja. En op dat moment ben ik gevallen op een tak. Met een tak zo, dat is in ijzer zo, ja. Ben ik opgevallen, ja. Ja, dat is mijn geluk geweest, ja. Ik ben daar gevallen en ik was dadelijk bewusteloos, wist van niets meer. Was u daar alleen? Nee. Na uw gevallen? Als ik terug ben bijgekomen, dat is misschien uren nadien geweest, ik weet niet hoe lang ik gelegen heb, ja. Maar lag over mijn voeten lag een jongen van 18 jaar, Alfons van der Plas. Die lag daar over mijn voeten zo, ja. Maar dat moment dat ik ben bijgekomen, ja, ik weet niet, dat was precies zo of ik een nachtmerrie, ja, meemaakte, hè. Ik wist niet, ik was in de fos, ik wist niet, ik was thuis. Dat was precies dat dat bloed zo allemaal stil stond. Ja. Ik kon me niet bewegen of niks, maar ik kan wel helder denken, hè. Maar niet bewegen, kon ik niet. Maar dan stilletjes aan, ik heb een gevloek en getierd en alle heiligen uit de hemel aan roepen, hè. Stilletjes aan ben ik terug bij kracht gekomen. Ik heb me kunnen rechtzetten. Rechtzetten, hè. En heb ik die vondsten van de Plas gezien op mijn benen, ja. Ik ben dan recht gekropen, ik heb Fonske meegesleurd en dan is hij ook op dat moment terug bij bewustzijn gekomen. He? Ik zeg in mijn eigen, ik dacht ja, wij mogen hier niet blijven, want het is hier veel te gevaarlijk. Hè? En ze hebben gepasseerd aan de eerste deur. Ja? En tussen die deur stond een chariot. En hebben die andere deur mee opengedaan. Ja? En dan hebben we daar blijven liggen. Tussen die twee deuren in. Ja. En dan in een hele tijd nadien hebben we terug horen roepen. Achter de laatste deur. Ja. En dat was dan Alfons Verreken die riep. Ja. Ik ben dan teruggegaan naar daar. Ik heb Fons van der Reken meegetrokken bij ons. En dan hebben we die wagen uitgeladen en omgekipt. Ja. En zijn daaronder gekropen. Ja. Vous pensiez que les sauveteurs allaient arriver vite? Non, je reste encore longtemps. We zijn nog lang in die wagen liggen. Hoe lang, ik weet het niet, want de tijd die stond precies voor ons stil. Ja. Want op leste, ik zelfs, op leste dag, het is toch gedaan met ons. Ja. Ah ja. Als je weet dat er van achter de poorten aan brand is en boven is alles aan kraken, ja, dan kun je denken dat we met angst zitten. Ja. Ik dacht, het is gedaan met ons. En onvermijdelijk schik je u daarin, ja. En dan Alfons van der Reken, die was altijd maar aan het onthuilen van de pijn, ja. Die was helemaal verbrand, ja. En dan op een zeker moment heb ik toch iets gehoord in Beur, ja. En dan, ik heb geroepen, en dan is conducteur gekomen, Galvan. Quand M. Lowy a crié, c'est vous qui l'entendez, M. Galvan. Est-ce que vous entendiez ces cris? Non, ces cris, je ne les entendais pas. Mais j'étais descendu avec M. Calicis, mais M. Calicis se trouvait derrière moi. Et il m'a pris par l'épaule pour me faire comprendre que lui avait entendu un bruit. Mais j'ai regardé tout alentour de moi, je ne voyais rien, à part qu'il y avait un wagonnet qui s'est renversé. Alors je me suis approché du wagonnet et en effet, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur.
J'ai pris un morceau de bois pour les quartiers de Saint-Rage. Et M. Lowy, à ce moment-là, est sorti du wagonnet. Et avec lui, il y avait encore 2 autres hommes. Est-ce que M. Lowy était encore bien conscient, lui? Oui, mais quand même pas tout à fait. Pas tout à fait conscient parce que, à mon avis, il avait quand même respiré des fumées, alors... Meneer Lowy, wat hebt u gedacht? Ja, ik heb gedacht dat wij gered waren. Ik heb dadelijk gezegd tegen meneer Galvan en tegen meneer Calassistia dat ze achter de deuren moesten gaan kijken dat er nog jongens lagen. Ja. Maar dan is meneer Galvan gaan zien en het was niet meer mogelijk van nog te passeren aan de deur. Ja. Alles was er voor rook en vuur. Ja. Monsieur Galvan, vous pensiez trouver des hommes vivants là-bas? Oh non, ça je n'y croyais pas. J'ai même été très étonné de trouver les 3 survivants là-bas. Parce qu'à proximité de ce wagonnet, il y avait 3 portes, et derrière les portes, tout était boulé, tout était en feu. Donc, ils ont eu vraiment de la chance d'en réchapper. Est-ce que M. Lowy vous a dit où étaient les autres? C'est-à-dire que quand M. Lowy est sorti du wagonnet, moi je voulais le conduire vers la cage pour le remonter à la surface. Et à ce moment-là, M. Lowy m'a dit, André, camarade, dans le wagon. Donc il voulait me dire qu'il y avait encore des hommes dans le wagon. Et alors j'ai été chercher les 2 autres qui avaient dans le wagonnet. Vous ne les aviez pas vus, ces 2-là? Ah, ces 2-là, non, je croyais qu'il y avait Lowy, moi, dans le wagonnet, puisque le wagonnet était renversé. Il faisait noir? Et il faisait terriblement noir, bien sûr, on avait notre lampe. Hein, M. Calissis a été très émotionné quand il a vu ces hommes dans le wagonnet, surtout qu'il y avait un jeune garçon de 16 ans. Il a même pleuré, M. Calissis. Et il a demandé de le monter lui-même. Alors j'ai donné ce garçon à M. Calissis, il l'a pris dans ses bras dans un compartiment de la cage. Et moi j'ai pris les 2 autres hommes avec moi dans notre compartiment, nous sommes montés à la surface. Pendant les premières heures, on avait espéré pouvoir remonter des blessés. Alors on avait organisé dans la grande salle des douches, on avait reçu des autres charbonnages, on avait reçu des matelas qu'on avait installés par terre en espérant pouvoir avoir remonter des blessés. Et les religieuses, les sœurs de charité de Marcinelle, qui ont été vraiment admirables, étaient venues offrir leur service pour l'ensevelissement des morts, pour les soins aux blessés. Beaucoup de médecins, le premier jour de la caisse commune des charbonnages, étaient là, présents sur place dans les premières heures. Et effectivement, le soir du 8 août, les premiers blessés de la taille des ouvriers flamands sont remontés. Mais la cour du charbonnage était remplie de bonne volonté, notamment d'ambulances, qui ont emmené chacun dans leurs hôpitaux les rescapés qui sont remontés. Et pour la première fois depuis le matin, depuis 8 heures du matin, des ambulances vont franchir les grilles, avec des hommes, blessés mais vivants, les femmes. Les mères sentent leur cœur qui se remet à battre. C'est donc vrai qu'on va pouvoir en sauver. C'est donc vrai qu'il n'est pas fou d'espérer. On croyait tellement remonter des survivants qu'un peloton de brancardiers de l'armée était arrivé sur place pour accélérer leur évacuation. Et déjà, en ce milieu d'après-midi, une émouvante chaîne de solidarité se soudait. De partout, on emmenait des extincteurs au casier. De l'étranger, on faisait des offres de services. Il y a eu dès le premier jour de la catastrophe des offres de services qui ont été faites par la centrale de sauvetage d'Essène et par celle de Douai en France, mais dès le premier jour, ces offres n'ont pas été acceptées. Ne disons pas qu'elles n'ont pas été acceptées, elles ont été, comment dirais-je, appréciées à leur juste valeur, puisque c'était un beau geste de la part des 2 centrales des pays voisins de venir nous aider. Comme à ce moment-là, nous ne manquions pas de personnel, que nous avions encore la possibilité de faire appel à des centrales de sauvetage autres que celles de Marcinelle, il restait celles de Frameries, des centrales de Campine, etc. Nous avons remercié M. Berthiaud pour cette offre et M. Fonov également, M. Fonov pour la centrale, le directeur de la centrale d'Essène. Seulement, nous avons beaucoup apprécié que ces messieurs se sont rendus personnellement à Marcinelle et sont venus apporter leur concours d'une longue expérience aux discussions du groupe de travail qui devait prendre les décisions.
On se bat sur plusieurs fronts. Personne n'est de trop pour descendre par le puits Foraghi. Les hommes de la poste de nuit se sont présentés offrant leurs mains et leurs bras. Parmi eux, 2 Italiens, Angelo Berto et Nello Ferian. 2 hommes qui sont remontés en retard le matin même. Ils ont pris la dernière cage avant l'accident. On a descendu vers 11h, 11h15, les premières descentes par le puits Foraghi. Et on a descendu à 765, on a passé les trous d'hommes, qu'on disait, les tape-cul là-bas pour savoir passer, pour savoir donner secours à des camarades, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'abord là-bas? Ben, pour commencer, je vais vous dire, les premières choses qu'on a vues, c'était 2 chevaux morts. Hein. Après, nous autres, on a passé les chevaux et on a continué pour aller vers le front. Quoi. Et à ce moment-là, on avait trouvé 2, c'est lui qui l'a trouvé premier. Parce qu'on avait la chose d'un côté et un de l'autre. Alors lui, il est parti d'un côté et moi, je suis parti de l'autre. Et de votre côté, vous avez trouvé des vivants? Oui, on a trouvé des vivants. Il y avait un type au-dessous de 715, sur un Sydney. Il y avait un type qui était pendu à sautement métallique. Quand vous dites pendu, comment était-il? Il était pendu avec ses bras, ses mains à sautement métallique. Alors le conducteur de nuit qui était avec moi, donc il m'a dit donne un coup de main pour le détacher. On l'a détaché, quand on l'a mis à terre, il a dit donne vite la bonbonne d'oxygène, on va peut-être le sauver. Et on a mis la bonbonne d'oxygène et il a respiré 3 fois. La 3e fois qu'il venait de respirer, il n'a plus jamais respiré. Pour moi, il était mort et après que j'ai appris qu'il était encore vivant. C'est Perse. Ça, je ne savais pas les noms parce que dans les noms des victimes, il n'y a aucun qui était au courant. Par numéro de médaille, parfois, mais comme c'était la pause de matin, on ne connaissait pas beaucoup. Il y aura donc 3 autres survivants à 715-765, Peers, Salaerts et Weiss, sauvés de justesse, car l'oxyde de carbone avait commencé à faire lentement son œuvre. Ja, daar kan ik niets meer van herinneren. Van de dag niks. Versta je dat? Kan ik niks. Want ik zat in de kliniek en ik wakker gekomen worden. En dan hebben mijn vrouw bij mij geweest. En dan heb ik tegen haar gezegd wat ze onder in de grond kwam doen. De jongen zei tegen mij, trek de ogen eens op en zie eens te gooien. Mais il y a aussi les premiers morts, 2 Italiens venus de Manopello, Rocco Iezzi et son frère Camillo. Je le savais un petit peu, mais vers 4 heures, je vais travailler dans la mine moi aussi, je m'ai doté de quelque chose, mais 4 heures, il y a un Italien qui m'a dit que mon frère était remonté, était mort déjà. Et alors à 3 heures, j'ai couru dans la nuit, et ils nous ont cherché, ils nous ont dit que je voulais aller reconnaître mes frères. Cioè, come te ne sei accorto della disgrazia? E io abitavo vicino, ho visto il fumo uscire dalla miniera, ho corso subito. E mi sono trovata subito di fronte al cancello e aspettavo che mio marito salisse dalla miniera. E i salvatori hanno trovato primo il suo marito? Sì, hasta quasi i primi. E voi li avete saputo subito? Beh, dalle 7:30 la mattina l'ho saputo verso le 2 il giorno. Ci stava la mademoiselle della mina che portava notizie minuto per minuto perché io mi trovavo in quelle condizioni, mi trovavo in stato interessante e allora la mademoiselle veniva spesso a portarmi notizie per farmi sapere come stavano le cose. Per voi che è più difficile, di sapere il primo giorno che il suo marito è morto o di aspettare come le altre 3 settimane davanti di sapere? Beh, io sono stata più contenta di saperle subito. Io ho aspettato 3 settimane. La liste des victimes s'allonge, 5, puis 7. À l'étage 715-765, on est sans nouvelles de 13 hommes. Au fond, notre exploration de l'étage de 715 a été stoppée net, je dirais. Enfin, on n'a pas pu aller jusqu'au puits à 715 parce qu'en ouvrant une porte qui était destinée à ralentir le courant d'air, on s'est trouvé, disons, à 5 mètres du feu. Impossible de franchir. Ah non, heureusement, bien entendu, parce que heureusement que le feu, disons, la ventilation était dans le bon sens, parce que la moindre saute de ventilation aurait rabattu les fumées sur nous, et je crois qu'on y serait resté.
sans compter que nous n'étions qu'avec 2 sauveteurs munis d'appareils, les autres n'ayant pas l'entraînement pour porter le masque. Nous étions sous la protection de ces 2 sauveteurs, mais enfin, ils auraient eu fort à faire à devoir nous rapatrier. Quelle impression ça vous fait-il de voir le feu dans une galerie de mines? Ah, écoutez, ça c'est une impression évidemment qui me restera longtemps. C'est assez effrayant. Et on a un sentiment d'impuissance assez remarquable. Est-ce qu'on pense à s'attaquer à ce feu dans la galerie? Oh, c'est impensable, disons dans le sens qu'il y a un léger courant d'air qui évidemment ne peut qu'attiser le feu. Le revêtement des galeries à l'époque était de façon fort classique constitué de bois retenu par des arceaux métalliques. En conséquence, le feu avait tout de quoi se nourrir. Elles avaient mis un drapeau pour moi pour prévenir que c'était ici qu'il y avait le feu et il y avait un haut-parleur. Il disait simplement « encore un survivant, encore un survivant ». Et à un moment de notation, j'ai regardé et mon mari, et je dis « oh, c'est toi le feu ». Et il est parti comme s'il ne m'avait pas perçu. Et je suis partie, elle m'a dit « c'est ton mari, mais je n'ai jamais répondu. Et alors, quand on arrive à la maison, il a dit « il n'y a pas de vacances avant fille, c'est j'ai passé d'elle trop de lait, oui ». C'est tout ce qu'il m'a dit. Pour les sauveteurs qui se sont maintenant lancés à l'attaque des profondeurs, il n'y a plus d'heure, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Il est 8 heures du soir, il y a 12 heures que l'accident s'est déclenché et déjà, il devient difficile d'espérer. Le roi est sur place entouré des membres du gouvernement et les explications que lui donne M. Van de Nevel sont dramatiquement claires. Il faut toujours dans ce cas-là être, comment dirais-je, prudent dans ce qu'on avance, puisqu'en réalité, il faut ménager, disons, l'espoir qui reste parmi les parents des victimes qui sont à la portée, qui attendent des nouvelles. Mais dans le fond de mon âme, j'ai dit au roi que la situation était très, très, très préoccupante. Et que on ferait tout ce qu'on pourrait pour sauver tout ce qu'on pouvait sauver, mais que, je répète, tout espoir, à mon avis, de sauver tout le monde était déjà fort compromis à cette époque-là. Ça se passait le 8 août vers le soir. Angelo remontait en tenue avec son appareil dragueur au dos et je me suis avancée vers lui et je lui ai dit « Angelo, on va les sauver, c'est pas possible, ils vont remonter ». Angelo m'a répondu « Non, mademoiselle, on ne les sauvera pas ». C'était extrêmement dur, parce qu'on les connaissait tous par leur nom. Il y avait une grande fraternité au charbonnage et cette brutale information, qui était pourtant honnête et qui s'est révélée très juste, était inhumaine. Alors quand arrive la fin de la journée du 8 août, vous avez multiplié les efforts, vous avez pris des risques, vous êtes descendu dans des conditions difficiles, et le bilan c'est 6 survivants, 9 morts officiellement et une quinzaine de disparus. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Bon, moi personnellement, j'avais plus d'espoir. Quand nous avons atteint l'étage des 835 mètres, je me suis trouvé en présence de 2 cadavres. Alors, si ces hommes-là étaient morts à proximité des puits, dans mon esprit, ceux qui étaient dans les travaux étaient déjà morts. Les 80 des 835, oui, étaient tous morts. Mais malgré tout, la lutte continue, malgré les difficultés, malgré les embûches. Plus bas que 835, la route est coupée par le feu et les fumées. Mais ils ne veulent pas désespérer, ils ne veulent pas se résigner, et à force d'efforts, ils remonteront Germain-Wilmar en fin de journée. Un seul, le pompiste, était en très mauvais état. Nos médecins l'ont installé dans l'infirmerie du charbonnage et ça sera le seul que nous aurons essayé de soigner. On l'a soigné le mieux possible, on a pratiqué la respiration artificielle, mais malheureusement on n'a pas pu le sauver. Il est mort dans mes bras, je lui ai fermé les yeux et ce sera le seul de toute la catastrophe pour lequel on a pu le faire.
Monsieur Calisi, s'il est minuit maintenant, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont que la catastrophe est extraordinaire et va malheureusement faire beaucoup de victimes. Il est évidemment très difficile, vous demandez des prévisions. Vous pensez que... Nous avons toujours de l'espoir d'en retrouver un bon nombre vivant, mais les travaux d'approche sont rendus très difficiles et nous nous attachons à les retrouver le plus vite possible. Vous avez l'impression que nous pourrons être fixés dans combien de temps? Il faut encore certainement... Demain de la journée, on sera certainement Au moins 8 heures. un peu mieux fixé sur Quel est le bilan actuel? Il y a 8 morts et non, 6 vivants. Il y en avait 6, il y en avait 7, mais le 7e est mort. Il y a 8 morts. 8 morts et 6 vivants remontés. Maintenant que la nuit est tombée, la première nuit, plus personne ne peut donc plus cacher la douloureuse vérité. On ne progresse plus que mètre par mètre vers les étages inférieurs. Mais il faut descendre. Il faut aller voir à 835, à 907, à 975, à 1035. Là en dessous, ils sont plus de 200 à attendre. Et on veut quand même espérer qu'ils vivent toujours. Si vous voulez, pour moi, c'était les deux grandes images que je retiens de cette affaire-là. C'était les parents au gris et la salle des pendus, comme nous l'appelions, c'est-à-dire le vestiaire où tous les vêtements de ces 263 mineurs étaient encore pendus, les attendant leur remontée. Et ça, c'était une image extraordinaire parce qu'ils étaient vivants. Leurs vêtements les attendaient tous pendus au bout des cordes dans la salle. Et je crois que c'est ça l'image que nous avons retenue globalement de cette catastrophe. Très vite, la nouvelle franchit les frontières. En Italie, la presse accuse et pose des questions. Et Manopello, petit village des Abruzzes, est brusquement sorti de sa torpeur. E che hanno pensato la gente qui a Manopello da Belgio? E qua era tutto un lutto, perché dopo 26, quando ce ne stavi? Quando se ne è morti qua? Dopo 28 morti, il paese è piccolo, siamo tutti parenti, tutti conosciuti, e quello è, la famiglia è quella. Signora, è difficile per me di fare pensare a ricordi brutti, ma come avete saputo la notizia della catastrofe di Marcinelle? Ha sentito proprio della radio, Dalla radio. Alla radio. Racconta come l'hai sentito. Aspetta, dalla radio, anzi, venne che la notizia. Io mi trovavo sotto alla porta, venne, ecco, per questo, per non farmela dire fuori, dice, questo me lo sente fuori, mi faceva sai, mi strilla e mi faceva sai sopra, ma che non mi capisci. Sì, capisco. Ma quando me ne va, ecco, me l'ha detto, dice, vedi che è successo questo. E che avete pensato quando avete saputo che c'era una catastrofe? Potete dire perché il suo figlio è partito per lavorare in Belgio? Per guadagnare da mangiare a noi che stavamo in famiglia, perché il padre era morto, non c'era chi guadagnare. Il suo figlio era contento di andare in Belgio? Buono assai quel figlio, il più figlio buono.
Signora, come avete saputo la notizia della catastrofe di Marcinelle? La mattina, la sera, mi ha portato notizia il prete. Mi ha detto che era morto ieri. I Camillo? Sì, ieri. No, on savait tromper. Il collègue c'était moi. On savait tromper. Il collègue c'était moi. Ti avevano sbagliato e avevano detto che c'era Jeremy. Sì, io ho detto che c'era un altro figlio al Belgio. Che avete pensato quando i suoi figli sono partiti per lavorare in Belgio? Che pensate? Pensavo che erano 3 figli e non mi è rimasto uno. Mais parfois, les larmes font place à la colère. Le vieux Dibiase et sa femme qui habitent là-bas dans la colline accusent ces mauvaises mines belges qui ont tué leur fils. C'est comme si on l'avait assassiné. Ma Satana un'altra uscita. Brutto era, quella miniera là è brutto perché non aveva 2 uscite. Non è possibile di trovare un'altra, c'era solamente 2. No, le miniere bene ordonate, ci sta. Allora non c'è stato. Alla Germania tutte 2 uscite. 2 uscite. Sì. 2 ascensori. Sì, ma... Una una parte alla lontananza e una dall'altra. A Marcinelle c'era 2, ma solamente 27 metri di distanza. C'era ancora e tutte e 2 uscite sono in fiamme, non è più possibile di uscire. È una catastrofe. Io sono stato là quando si è fatta la causa. Quello là, quando i tedeschi volevano andare sotto, no? A vedere. Per non far scoprire come è andato il fatto, per non andare in galera il padrone di quella miniera. Allora ha mandato tutti, dice no, buttiamoci là qua. Hai capito? Sì. Un deuxième jour va se lever sur Marcinelle. Durant la nuit, les opérations de sauvetage ne se sont pas arrêtées. On est à 880 mètres. On a exploré totalement les niveaux 715-765. Il y a 13 disparus. À 835, on a constaté une teneur mortelle en oxyde de carbone. 89 hommes travaillaient à 835. Pour la deuxième journée, on va fixer des objectifs plus précis.